Dans le cadre de son 11e programme d'intervention, l'Agence de l'eau Seine-Normandie soutient financièrement les projets de gestion intégrée des eaux pluviales. Olivier Ernest, chargé d'opération à l'Agence de l'eau, va vous présenter le dispositif de soutien ainsi que les conditionnalités d'accès aux aides. Olivier Ernest, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, comme M. Tortorotto l'a précisé en début de séance, la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, c'est l'enjeu de tous et est au cœur donc d'enjeux multiples à la convergence de plusieurs politiques. Attendez, un petit souci. Voilà. De plusieurs politiques donc, publiques qui permettent d'interagir sur la gestion des eaux pluviales pour limiter les pollutions des milieux aquatiques, pour limiter les phénomènes de concentration de flux ou de débordement des réseaux d'assainissement notamment, également pour la préservation des inondations qui est accentuée par l'imperméabilisation des sols et l'artificialisation des sols dans le cadre d'urbanisation nouvelle. Et en dehors de la zone urbaine, également des phénomènes d'érosion qui sont signalés et qui viennent également perturber, créer des pollutions, voire des dégâts de biens et des personnes. Ce changement donc, nous incite à voir la ville autrement et à intégrer des systèmes de gestion intégrés donc pour le traitement et l'infiltration des eaux pluviales. En lien notamment avec l'adaptation au changement climatique. Ces ouvrages sont notamment favorables et créent des îlots de fraîcheur, et non pas de chaleur, c'est tout l'inverse que je voulais dire, et permettent de maintenir la biodiversité et de préserver la qualité de l'eau. Je pense que les intervenants suivants auront l'occasion de reprendre à plusieurs reprises ces arguments. Ici, de diffusion. Merci. Donc, comment sont pris en compte ces multiples critères dans les politiques publiques? Eh bien, on les retrouve au travers de différents documents, comme le SDAGE, dont on a beaucoup parlé ce matin et qui est également, pour ceux qui étaient présents, et qui est également cité en introduction, qui doit inciter à favoriser l'infiltration des eaux pluviales à la source, et d'autres documents qui déclinent le SDAGE notamment, donc comme le SAGE, le SCOT, le PLU, le SRADET, dont on a parlé également, les cartes communales, le zonage pluvial et les schémas directeurs des eaux pluviales à une échelle plus restreinte et plus locale, qui tient compte bien sûr du contexte local. Il y a également des textes réglementaires comme l'arrêté du 21 juillet qui impose la gestion à la source dans son article 5 des eaux pluviales, donc la déconnexion et le déraccordement des eaux pluviales des réseaux d'assainissement qui viennent perturber le fonctionnement des réseaux et des systèmes d'assainissement en général comme les stations d'épuration est à privilégier. Ça ne fonctionne toujours pas, si quelqu'un veut bien appuyer. Donc, quelles sont les solutions? Donc, les solutions à privilégier sont les solutions qui doivent favoriser l'infiltration des eaux à la source, en se rapprochant le plus proche possible du cycle de l'eau dans des projets d'urbanisation nouvelle, bien sûr, mais également de réaménagement de secteurs, de quartiers ou de projets vraiment plus restreints. Et bien sûr, en adaptant le choix des solutions au type de pluie à gérer. Donc on tient compte bien sûr du contexte local, de la pluviométrie locale lorsqu'on la connaît, de la topographie, de la perméabilité du sol, des enjeux environnementaux, notamment pour la protection de la ressource en eau ou des rivières, et de l'occupation du sol, et en privilégiant des espaces multifonctionnels. Donc je rentre dans le vif du sujet, donc maintenant en vous présentant le 11e programme et les actions qui sont financées par l'agence. Donc la première action qui est prioritaire, c'est bien la réduction à la source des écoulements de temps de pluie. Les solutions fondées sur la nature seront aussi encouragées donc en utilisant des systèmes végétalisés. Alors
Je déclinerai cet aspect-là plus en détail dans toute la suite de mon diaporama. La première partie, ici, c'est vraiment pour présenter les aides générales de l'agence. Donc l'autosurveillance, que je n'aborderai pas par la suite, qui permet de contrôler les déversements des réseaux d'assainissement. Ce sont des travaux qu'on peut aider, mais que je n'aborderai pas. Et puis la dépollution des rejets de temps de pluie, des rejets urbains de temps de pluie, avec des ouvrages plus classiques et d'hydraulique structurante ne seront pas aussi abordés dans le cadre de ces échanges. Donc les objectifs et les critères d'éligibilité de l'agence sont les suivants. Donc favoriser la désimperméabilisation et limiter le ruissellement. Alors quand je dis favoriser la désimperméabilisation, ça veut dire que les projets qui se font sur des terrains nus, finalement, ne sont pas éligibles parce que la situation avant travaux va être dégradée par l'implantation de nouveaux bâtiments. Donc on est bien dans le cadre de réaménagement d'espaces urbains. La maîtrise des pollutions dès l'origine du ruissellement par des techniques alternatives. La localisation de zones d'urbanisation existantes fait aussi partie des critères, c'est-à-dire que la zone doit être classée en zone U du PLU et que réglementairement, en fait, elle soit autorisée, qu'on soit autorisé à faire des aménagements sur ces espaces. Un point important, donc, ce sont des ouvrages qui doivent gérer principalement les pluies courantes et les surfaces à ciel ouvert. Et je veux dire par des techniques à ciel ouvert, pardon. On peut également financer des systèmes qui permettent de stocker l'eau en vue d'une réutilisation au sein du bâtiment. Donc on est finalement sur des surfaces qui restent assez restreintes, à l'échelle d'un quartier par exemple, ou d'une habitation même, enfin, ou d'un groupement d'immeubles, d'une création d'immeubles par exemple. Les travaux doivent être justifiés par des études, ces études topographiques, géotechniques, qui permettent d'orienter les différentes techniques qui seront les différents aménagements qui seront mis en place. La perméabilité, donc c'est un point important que j'aborderai après. Il doit y avoir aussi un échange avec les services qui auront à gérer et à entretenir ces ouvrages, qui ne sont pas forcément les mêmes services au sein des collectivités. Et puis, nous avons aussi la possibilité de financer les toitures végétalisées. Alors, il y a une évolution par rapport au précédent programme. La toiture doit faire minimum 8 cm. Auparavant, c'était 10. Ces 8 cm ont été définis en collaboration avec le CEREMA. Donc, on considère qu'une toiture de 8 cm apporte un avantage et limite donc les rejets d'eau pluviale de la parcelle. Et donc l'objectif, c'est bien d'avoir 0 rejet pour toutes les pluies courantes, ce qui permet en gros de gérer 80% finalement des pluies annuelles. Pour les événements plus conséquents, bien sûr, il faudra peut-être opter pour d'autres solutions. Alors les recommandations donc c'est d'avoir un minimum de terre végétalisée dans les noues, par exemple, donc supérieur à 30 cm, notamment pour que la végétation puisse s'implanter et se développer et favoriser l'évapotranspiration. Le coefficient de perméabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous considérons que le coefficient ne doit pas être trop élevé, puisque si nous avons une perméabilité trop importante, en fait, le sol et les végétaux ne jouent pas leur rôle naturel de piégeage de la pollution et potentielle résiduelle qui peut être acheminée avec l'eau jusque dans ces noues, dans ces ouvrages. C'est pas forcément des noues d'ailleurs, ça peut être des bassins avec une faible profondeur. Et donc il faut bien qu'il y ait une aptitude, certaines surfaces qui soient aptes à infiltrer ces eaux pluviales. Si la perméabilité est trop importante, on peut envisager de faire des apports ou à des mélanges de terre-pierre, par exemple, pour favoriser un ralentissement en fait, de l'infiltration. Mais tout en acceptant que ça s'infiltre, parce que c'est bien l'objectif. Le ratio surface-infiltration, surface d'apport doit être supérieur à 1%. Donc notre objectif, c'est d'éviter les concentrations de flux en un seul point et de bien infiltrer
au plus près du lieu de chute en fait, de la goutte d'eau. Ainsi, on évite ces phénomènes de concentration vers des points bas sur des bassins qui seraient situés en aval d'un bassin versant. C'est également donc de favoriser la biodiversité en intégrant des techniques végétales dans les ouvrages. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte l'évaluation de la pollution qui pourrait être sous-jacente dans le sol. Et dans ce cas, on peut être amené à mettre des techniques alternatives, mais à interdire quelque part l'infiltration en mettant des noues étanches, par exemple. Et ces noues auront quand même un phénomène d'évapotranspiration et joueront le rôle d'éponge en quelque sorte. Ensuite, donc, je l'ai dit aussi, c'est prendre en compte la pluviométrie locale. Donc ça, c'est très important pour le dimensionnement des ouvrages. Et avoir une réflexion sur les modalités de gestion et d'entretien. Je pense notamment aujourd'hui avec le transfert des compétences, où des ouvrages en construction pourraient être rétrocédés d'une commune à une communauté de communes. Donc il faut bien associer la communauté de communes et même établir des conventions avec cette communauté de communes qui va permettre de définir les rôles de chacun à l'issue de la réalisation des travaux. Et ensuite, donc, bien sûr, ne pas oublier une réflexion sur la gestion des pluies très fortes, puisqu'il peut y avoir dans certaines situations des débordements et il faut bien les intégrer au projet, donc réglementairement en tout cas. Donc les taux, alors les taux, ils sont, comme on disait aussi en introduction, les taux ils sont assez généreux. Donc nous avons les études générales qui peuvent être financées à 80%, qui s'adressent plutôt aux collectivités. Donc les schémas directeurs de gestion des eaux, le zonage des eaux pluviales. En ce qui concerne les projets qu'on qualifie d'études spécifiques, les taux varient, sont de 50% pour la maîtrise d'ouvrage public et pour les maîtres d'ouvrage privés, que peut être une entreprise ou un industriel, ils varient de 50 à 70% en fonction de la taille de l'entreprise. Les grandes entreprises ayant moins de subventions que les petites entreprises. Et puis les études qui sont liées à l'exécution du projet, elles sont rattachées aux travaux et sont financées au taux des travaux. Donc, les travaux, également, l'agence a fait évoluer son programme de façon à pouvoir aider un maximum ce type de projet. Donc 80%, c'est le maximum d'aide publique que peut recevoir un projet. Donc c'est relativement important. Et concernant la maîtrise d'ouvrage privé, ce chiffre, par contre, est en revanche limité par l'encadrement européen et on peut accorder maximum 40 à 60% de subventions. Je vais vous parler aussi du prix plafond. Donc ça, c'est le taux, mais il y a un prix plafond qui peut s'appliquer à ce taux. Le prix plafond, il est de 100 € par mètre carré. Donc le mètre carré, quand on entend mètre carré, ce sont des mètres carrés qui sont créés pour infiltrer les eaux, mais aussi les surfaces qui sont raccordées, même si elles sont perméables, ces surfaces qui sont déraccordées plutôt des réseaux d'assainissement et qui sont renvoyées vers ces zones d'infiltration. C'est aussi les surfaces qui sont déconnectées pour être stockées dans des ouvrages en vue de la réutilisation de l'eau de pluie au niveau de l'habitation, ou de l'arrosage, différentes solutions peuvent être mises en œuvre. Donc 100 € par mètre carré, c'est important, mais au final, on a peu de projets, puisque pour bénéficier de 100 € du mètre carré, ça concerne les toitures végétalisées. Donc toutes les toitures végétalisées auront un prix plafond de 100 € du mètre carré. Et pour atteindre 100 € du mètre carré, il faut que 80% des espaces soient végétalisés dans le projet. Donc on est plutôt, dans les projets qu'on finance aujourd'hui, à 30 € par mètre carré dans la majorité des situations. Donc on verra aussi tout à l'heure, dans la présentation de Vitry-le-François, un cas concret qui explique comment a été calculé ce prix plafond. Un point important, quand on a affaire à un aménagement privé qui est en partie rétrocédé à la collectivité par la suite, notamment les espaces publics, eh bien, il peut y avoir donc une différenciation des financements, avec un financement
à 80% et un financement de 40 à 60 pour la partie qui restera réalisée et sous domaine privé en fait. Donc une petite... non, juste avant s'il vous plaît. La diapo d'avant s'il vous plaît. Voilà. Donc une petite illustration pour vous expliquer ce que l'agence considère comme éligible, donc et ce qu'elle considère comme non éligible. Et on voit bien donc, dans les deux dernières photos du bas qu'on a concentré les flux. Donc ce qui est orienté vers des canalisations via un avaloir, c'est aujourd'hui non finançable. Et lorsque les surfaces sont orientées via donc des systèmes bétonnés ou autres vers une noue ou un espace d'infiltration, c'est également non financé. En revanche, vous voyez quelques exemples, donc des toitures végétalisées, des parkings, des zones en creux, légèrement en creux. On parle d'hydraulique douce, on ne parle pas de gros ouvrages profonds. Ou des noues avec des redans, par exemple, au deuxième rang des photos. Ensuite, je vous ai parlé des toitures végétalisées donc, qui sont financées lorsqu'elles font 8 cm minimum. Juste une petite diapo pour vous expliquer qu'il existe différents types de toitures et que les toitures les plus épaisses ont bien sûr favorisé davantage la biodiversité en permettant de développer différents niveaux de végétation. Alors, des habitudes donc, à modifier. Donc ça, c'est important. On a ici une présentation d'un quartier où l'eau était gérée à partir de réseaux et renvoyée vers le réseau principal public. On pourrait imaginer, si la structure le permet, de mettre en place une toiture végétalisée, d'avoir un espace perméable, soit en verre, soit sur des dalles qui sont non jointives, par exemple, qui permettent l'infiltration, de mettre en place de la végétation qui pourrait aussi favoriser l'évapotranspiration, et puis déconnecter les gouttières pour les gérer aussi directement à ciel ouvert dans des parcelles dédiées si on ne peut pas mettre en place de toiture végétalisée. Donc en fait, en quelque sorte, c'est un retour du naturel de l'eau dans son cycle. Je vais tenter, voilà. Un autre exemple, donc des toitures qui peuvent être déconnectées. Simplement, il y a des solutions vraiment qui sont assez simples et qui permettent d'exploiter des espaces verts qui peuvent être utilisés aussi pour que les enfants puissent jouer, mais qui peuvent être aussi utilisés en temps de pluie pour l'infiltration, sachant qu'on ne cherche pas à créer de gros stockages, mais à gérer l'eau de façon à ce qu'elle soit infiltrée maximum en 24 heures. Un autre exemple qui provient de mes collègues de la région parisienne, dans le cadre d'une visite qu'il a pu faire au hasard, je suppose, où on voit que l'espace n'a pas été réfléchi, enfin la réflexion n'a pas été menée jusqu'au bout, puisqu'on a des espaces en pied d'arbre qui sont ouverts au ruissellement et d'autres qui sont fermés au ruissellement, alors qu'on aurait pu profiter de la présence de ces espaces autour des arbres pour infiltrer l'eau de pluie de façon naturelle en fait. Donc c'est aussi des habitudes à modifier. D'autres exemples que vous verrez aussi, qui seront abordés par d'autres personnes par la suite, par d'autres intervenants, les parkings, donc des parkings avec des dalles qui sont non jointives. Le premier exemple, c'est le showroom de l'Adopta, donc, qui interviendra également tout à l'heure. On a un parking végétalisé qu'on voit de plus en plus aujourd'hui sur les centres commerciaux, donc ça se développe. Le parking de Valéo de Reims aussi, qui est géré par des NOUC, que l'agence a financé. Le parking de la ZAC 2 de Rougemer à Giffaumont, qui permet d'accueillir... c'est peut-être pas évident comme ça, mais c'est vraiment... Il y a des espaces qui sont en gravier, en fait, et qui permettent l'infiltration de l'eau.
la polyclinique de Reims à Besanne, qu'on n'a pas financée parce que le terrain était vierge, bien sûr, mais qui est constituée de dalles en PVC, enfin ou de matière plastique, et avec une noue au bout. Et bon, c'est peut-être pas évident sur la photo, mais on voit au niveau du trottoir un léger affaissement qui permet en fait à l'eau de s'infiltrer dans cette noue des pluies peut-être un peu plus conséquentes. Un autre exemple qui a été financé par mes collègues en région parisienne, où on voit la différence par rapport à la situation d'origine. Et notamment, là, on voit bien que les bordures de trottoir ont été séparées de façon à ce que l'eau puisse s'infiltrer tout le long du cheminement de l'eau. La réduction à la source, donc c'est aussi le cas du projet. Alors c'est en région parisienne, c'est aussi une photo que j'ai empruntée à mes collègues de la région parisienne, où on voit nettement la différence avec l'aménagement de jardins. Donc ces jardins qui peuvent être alimentés déjà de façon naturelle par le ruissellement de l'eau de pluie sur la partie de chaussée qui est restée en enrobée. Donc quelques exemples à nouveau, qui ne sont pas tous locaux, hein. J'ai des exemples sur Épernay. Du côté de Giffaumont, c'est la toiture du casino. Du côté de Rouen aussi, qui était un peu pionnier à l'époque sur ce type d'aménagement. Et puis, je vais vous présenter ce que nous, on considère comme non éligible. Des systèmes qui, finalement, ont tendance à se colmater, des systèmes d'injection de l'eau vers des espaces d'infiltration de type NOU. Même système qui est employé sur le tout nouveau parking du CHU de Reims, alors que l'espace d'infiltration qui est juste en dessous, il aurait pu être alimenté sans bordure de trottoir finalement, ce qui limitait le risque de colmatage de ces ouvrages, de ces bouches d'injection. Aussi donc une noue bétonnée qui aboutit à un séparateur à hydrocarbures. Donc un petit focus peut-être sur les séparateurs à hydrocarbures. Donc les séparateurs à hydrocarbures ne sont pas financés par l'agence si il n'y a pas de risque particulier. Ils peuvent être financés s'il y a une activité particulière, notamment en domaine industriel, notamment les garages par exemple, où il y a du dépotage de carburant, où il y a de lavage de véhicules qui peuvent être souillés, des véhicules accidentés aussi sur des recycleurs de métaux. Sur ce type de parking, en fait, des études ont été faites et les concentrations sont inférieures à 5 mg par litre. Donc, en général, les séparateurs sont conçus pour capter jusqu'à 5 mg par litre, enfin à partir de 5 mg, ce qui veut dire que tout transite au travers et ces ouvrages sont sont inutiles, en fait. Dans ces conditions. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont inutiles systématiquement, mais dans ces conditions, ils sont inutiles. Et la noue en elle-même, elle peut constituer si elle avait été enherbée, puisque derrière on a une noue, elle aurait pu constituer un système de piégeage des polluants en cas d'accident, par exemple. Dans ce cas, on aurait décapé les ouvrages. Bon. La suivante, s'il vous plaît, parce que ça ne refonctionne plus. Un exemple que j'ai observé assez récemment, justement, d'obstruction des systèmes d'alimentation de nous, où on voit que de la terre, des feuilles s'étaient accumulées et empêchaient l'écoulement des eaux. Et le phénomène était même accentué par le passage piéton qui est juste à côté, donc qui est en surélévation, et qui créait quelque part un barrage, donc l'eau ne pouvant pas s'infiltrer correctement dans la noue. Alors que si les bordures de trottoir avaient été ajourées, ça aurait été beaucoup plus simple. La suivante, c'est aussi un espace tout récent qui a été aménagé sur Cormontreuil, où on voit déjà, il y a une première réflexion, puisqu'il a été mis en place des places de parking avec des dalles ajourées qui permettent l'infiltration des eaux. Tout cet espace longe une noue, mais cette noue ne peut pas être alimentée parce qu'il y a une bordure de trottoir qui bloque l'écoulement.
Et donc, ils ont mis un avaloir donc en position basse de chaque côté de la noue pour l'infiltration de ces eaux. Donc, je trouve dommage, alors qu'on aurait pu infiltrer l'eau. Déjà, on aurait gagné un avaloir, mais on aurait pu infiltrer l'eau tout le long de cette noue. Donc, au plus près de là où l'eau tombe. Des évolutions aussi que j'ai pu constater. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas parce que je n'en aurais pas parlé. Donc ça, c'est le parking de la communauté d'agglomération d'Épernay, qui avait, dans un premier temps, il y a quelques années, à la construction, aménagé un petit bassin d'infiltration qui était aménagé et alimenté, je veux dire, par un petit regard gris et un morceau de tuyau. Et on voit en fait qu'ils ont fait évoluer la situation puisqu'ils ont cassé en fait le trottoir, donc tout le long du parking, à différents endroits, et ils ont surcreusé un peu le centre pour permettre à l'eau d'y accéder et de s'infiltrer. Donc cette solution, c'est dommage, elle aurait pu être envisagée en fait dès le départ, dès la construction, mais c'est aussi, on tient compte aussi des retours d'expérience qu'on a pu vivre jusqu'ici. Donc, une dernière diapositive par rapport aux demandes d'aide. Donc, vous pouvez demander, alors déjà dans un premier temps, peut-être contacter la personne qui suit votre secteur, et puis vous disposez d'un formulaire de demande d'aide sur le site internet de l'agence, un formulaire administratif et un formulaire technique qui est important parce qu'il faut qu'on ait les surfaces avant et après projet. Donc on a bien parlé, j'ai bien abordé problèmes techniques, pardon. Et puis vous invite aussi à consulter en dehors de notre site internet le site de l'Adopta, du GREI, du CEREMA et du LESU qui disposent d'un certain nombre de documents. Alors les deux premiers documents, ce sont des documents qui émanent de chez nous, donc vous pouvez avoir en téléchargement qui reprennent un peu, enfin au moins le premier, les critères que j'ai cités, mais dans différentes pages, qui parlent aussi des aspects pollution. Et puis un document que j'ai trouvé très intéressant, qui est issu de, au pur LESU maintenant, qui explique comment les noues captent les polluants et comment les noues constituent finalement un barrage dès la source à ces polluants. Alors, la dernière diapo concerne les contacts, vos contacts. J'ai mis l'adresse générique, mais vous inquiétez pas, ce sera redistribué, redirigé, je veux dire, vers les bonnes personnes, puisqu'aujourd'hui, il y a des personnes potentiellement qui dépendent de notre direction de Sens et aussi de notre direction de Compiègne. Vous avez les contacts, et vous les connaissez peut-être aussi déjà, ces contacts. N'hésitez pas à reprendre contact avec eux pour bénéficier d'informations complémentaires ou monter votre dossier. Merci Olivier Ernest pour cette présentation très complète. Place maintenant aux questions. Je rappelle que vous pouvez poser votre question sur l'adresse mail forumdvm2021@gmail.com. Olivier Ernest, première question. On va faire appel à votre expérience de chargé d'opération. Si vous aviez un conseil à apporter aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui nous regardent aujourd'hui, lequel ce serait ? Alors, le premier conseil, c'est ma dernière diapositive, c'est de contacter vos référents locaux de l'agence de l'eau. Ces personnes vont vous orienter et également surtout vous orienter vers les bonnes études à réaliser, puisque souvent on arrive sur des projets qui ne sont pas complètement aboutis, et quand on est associé au projet bien en amont, on arrive encore à faire évoluer des projets et à faire finalement gagner un peu d'argent aux collectivités qui ne pensaient pas pouvoir bénéficier d'aide sur ces travaux. Et puis qui revoient un peu leur copie, notamment en matière d'orientation des flux qui ruissellent et qui sont collectés par les zones perméables vers des zones d'infiltration à ciel ouvert. Deuxième question, Olivier Ernest. Un aménagement avec gestion intégrée
des eaux pluviales est-il plus ou moins coûteux qu'un aménagement classique avec du tuyau, des bassins de stockage, des ouvrages structurants? Alors, dans un premier temps, on croit que c'est plus coûteux parce qu'il y a des études complémentaires qui doivent être parfois menées. Donc, il y a peut-être un surcoût au niveau des études, mais je rappelle que ces études sont financées par l'agence. Donc, il est intéressant aussi d'associer l'agence dès le départ pour pouvoir bénéficier de ces aides dans le cadre des études. Et puis, en moyenne, les économies, donc là, c'est plus issu de chiffres de nos collègues de l'agence de l'Eau-Rameuse, sont de 20 à 45% en fait, puisqu'on supprime du tuyau, on supprime des avaloirs. Donc il y a forcément une économie, et il peut y avoir aussi une économie sur le coût d'exploitation de ces ouvrages, même s'il est basculé finalement sur le budget espace vert. Mais les espaces verts, ils auraient peut-être été créés. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des ouvrages aussi multifonctionnels qui peuvent permettre l'infiltration des eaux et aussi constituer des espaces verts au sein des nouveaux aménagements. Merci Olivier Ernest pour cette intervention. On a pu se rendre compte que le maître mot était la désimperméabilisation, et avec pour intérêt également d'infiltrer l'eau de pluie le plus près de là où elle tombe.